Bonjour à toutes et à tous, c'est Alric, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la fuite vers les étoiles, chapitre 10, la station Fate. Vous pouvez voir de ce côté-ci les deux techniques majeures employées au début de l'observation spatiale, l'astrométrie et la spectroscopie. La première, testée durant le XXe siècle, consistait à photographier régulièrement une étoile autour de laquelle on pouvait espérer trouver une planète. Si c'était effectivement le cas, et si la masse de la planète en question était suffisamment élevée pour être détectée, la trajectoire de l'étoile observée décrivait une sinusoïde semblable à celle de ce schéma. Cette sinusoïde est le résultat de la superposition des clichés pris année par année. Si la planète n'existait pas, la trajectoire de l'étoile aurait dessiné une ligne droite. Cependant, il convient de noter que l'astrométrie n'a jamais permis d'identifier une exoplanète. Charles Wellington exerçait son métier de guide de musée avec une ferveur transpirante de passion. Au travers des multiples salles abritant l'essentiel de l'histoire de l'astronomie, il relatait inlassablement les diverses avancées technologiques qui avaient permis la découverte des exoplanètes. Les gens l'écoutaient attentivement car il était un orateur né, et au terme de la visite, il était impensable qu'il ressorte du musée sans avoir des étoiles plein les yeux. Cet endroit représentait son paradis. Pour rien au monde il ne désirerait retourner sur la Terre. La spectroscopie, en revanche, sera la technique la plus performante pour dénicher les exoplanètes. La méthode est comparable à celle de l'astrométrie. Il s'agissait de capter le spectre d'une étoile en analysant sa lumière émise, longueur d'onde par longueur d'onde. Si une planète perturbe la trajectoire de l'étoile, on pourra observer ce qu'on appelle un balancement cyclique. La planète aura tendance, au fil du temps, à attirer son étoile tantôt dans une direction, tantôt dans une autre. Ce mouvement de va-et-vient était détecté grâce à l'effet Doppler-Fizeau qui signale un décalage de fréquence entre l'onde émise par l'étoile et celle reçue par le télescope. C'est par cette technique que les premières exoplanètes ont été découvertes. Charles avança vers un nouvel écran vidéo illustrant ses propos. Le groupe de visiteurs qui le suivaient regardait les télescopes conservés sous verre avec une admiration non feinte. Une troisième technique apparut quelques années plus tard, dite photométrique. Radicalement différente des deux précédentes, celle-ci ne mettait pas en évidence la masse de la planète à observer, mais sa taille. En observant minutieusement l'éclat d'une étoile, on peut se rendre compte qu'au passage d'une planète, il apparaît une éclipse partielle. Une baisse de luminosité est ainsi captée et on en déduit la présence de la planète. Mais comme toujours, cela requiert une patience à toute épreuve. L'étude d'une étoile se fait sur des décennies. Certaines exoplanètes n'ont été remarquées qu'au bout de 30 années d'observation acharnée de la même étoile. Puis les télescopes se sont perfectionnés et les mesures sont devenues de plus en plus précises. Sur votre gauche, vous pouvez admirer le tout premier télescope spatial interférométrique. Je vous retrouve dans un quart d'heure pour poursuivre la visite. Charles s'éclipsa vers une porte sécurisée. Il avait la gorge sèche et ne pensait plus qu'à se désaltérer. Il rejoignit son bureau en courant, mais alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la porte, son portable sonna. « Oui, allô ? » Monsieur Wellington, Harold Deere à l'appareil. Venez immédiatement au site d'atterrissage. La navette du président Oddar est sur le point de toucher terre. Dépêchez-vous, c'est urgent, d'autant plus que Scheller est de mauvaise humeur. Vous auriez pu m'avertir plus tôt, je suis en pleine visite, là. Désolé, la communication ne passait pas. Je vous attends, ne traînez pas. Le commandant Scheller, responsable en chef de la station Fate, ne réussit pas à dissimuler son incompréhension en s'apercevant que le président Oddar ne quittait pas la navette. Le professeur Ben Beckman, John Smith, Amal Saoud ainsi que les 17 scientifiques, les 6 astronomes et les 2 soldats de l'armada étaient sortis de l'engin sans avoir l'air de se préoccuper de l'absence du président. Ben s'avança pour serrer la main au commandant et saluer les astrophysiciens, les astronomes et le personnel de la station spatiale. L'accueil fut mitigé malgré quelques applaudissements soulignant la réussite de la mission. « Où est monsieur Oddar ?» demanda Scheller en dévisageant chacun des membres de l'équipage. Il nous a prévenu qu'il serait présent. Le président s'est désisté au dernier moment, mentit Ben avec un sourire navré. Il n'avait pas le cœur à voyager, il devait gérer la situation de Nécropolis qui dégénère avec la résistance. Dans ce cas, la mission s'achèvera sans lui. La centrale à désintégration ne s'est pas désistée non plus, j'espère. Bien sûr que non, nous l'avons en partie démembrée pour faciliter le transport. Votre aide sera la bienvenue pour la reconstituer. Ce n'est pas une mince affaire. Ne vous en faites pas, nous allons vous assister. Ouvrez la soute et déposez la machine sur la plateforme de manutention. Nous nous chargeons du reste. La station Fate était abritée sous un dôme similaire à ceux qui recouvraient le monde illuminé à la surface de la Terre.
Elle était constituée d'un ensemble hétéroclite de bâtiments à l'architecture résolument futuriste. Les laboratoires étaient regroupés dans l'édifice central, en forme de clair de lune, emménagé au sommet d'un cratère au relief accidenté, tandis que le musée étendait ses embranchements en contrebas. Des dizaines de télescopes traversaient les toits et pointaient vers le ciel obscur. La température restait fraîche au sol, mais la chaleur du soleil perçait le dôme. L'étoile dardait ses rayons sur les cultures implantées dans la terre meuble. Les hommes avaient réussi à densifier l'atmosphère de Mars de sorte qu'il soit possible d'y faire pousser de la végétation, du moins sous le dôme. Alentour, tout n'était que roches et poussière inhospitalière. Amal ne résista pas à l'envie d'aller toucher la paroi du dôme. La structure était lisse et incroyablement résistante. Une pichenette suffisait à lui arracher un cri de douleur. Elle fut ensuite appelée à donner un coup de main à Ben qui supervisait l'opération de restauration de la centrale. Elle rencontra un certain Charles Wellington qui la complimenta pour sa tenue saillante. Les difficultés s'accumulant pour faire fonctionner de nouveau la centrale, Amal fut conviée à visiter le musée en compagnie de Charles. Elle fut époustouflée par la pléthore de reliques entreposées. Échantillons de roches venant de Vénus ou de Mercure, photographies d'époque des anneaux de Saturne, de la constellation d'Orion, exposition des innombrables satellites et sondes qui ont parcouru le système solaire. Il y avait largement de quoi rassasier son insatiable curiosité. L'inspection de toutes les salles dura plusieurs jours au cours desquels Ben et son équipe perdaient patience quant à la mise en marche de leur invention. Ce n'était pas un canular, votre phase de test, rassurez-moi, railla le commandant Scheller qui passait son temps à se plaindre. Les travaux de maintenance s'éternisèrent. Lorsqu'enfin la centrale émit ses rayonnements synchrotrons, Ben n'y croyait plus. Il embrassa ses conjoints et tous s'enlacèrent de bonheur. Un dernier contrôle fut lancé. La souris fut synthétisée en photons avant de reprendre sa forme initiale. Une ovation éclata dans l'enceinte du laboratoire. La mission touchait à sa fin. Le départ pour Kaibinos était imminent. On raccorda la centrale au canon à particules et on vérifia l'exactitude de la trajectoire de Kaibinos par rapport à Mars. Le matin du jour fatidique, Amal se leva avec un mal de crâne épouvantable. La nuit avait été agitée en raison de la célébration du triomphe de Ben Beckman. L'alcool avait coulé à flot, les gâteries avaient rempli les panses, et Amal avait échoué à trouver le sommeil. D'autant plus que les appartements qu'on avait alloués temporairement aux invités ne respiraient pas le confort. Elle avait juste eu le temps de se nettoyer le visage, comme Ben survolté était entré dans sa chambre. « Amal, viens voir, c'est terrible, la météorite, elle vient de percuter la Terre !»